Ma femme avait un MBA de l'Ivy League, alors que moi, j'étais un décrocheur. Lors de sa fête de promotion, elle a annoncé « Mon mari inutile doit me vendre son entreprise en faillite ». Son père a approuvé. Je suis parti sans faire de bruit, mais le lendemain matin, lorsqu'ils sont venus pour prendre le contrôle. La nuit où Victoria s'est levée lors de sa propre fête de promotion, a levé sa coupe de champagne et a dit à 200 personnes dans la salle de bal du Fairmont Copley Plaza que son mari était un décrocheur dirigeant une entreprise en faillite qu'il devrait simplement lui céder. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas fait de scène. J'ai souri, j'ai pris mon verre et j'ai pensé, ils n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils viennent de commencer. Mon nom est Ethan Cole. J'ai 40 ans et j'ai bâti une entreprise de logiciels à Boston à partir d'un bureau loué dans un espace de cotravail à Kendall Square pour en faire quelque chose que la plupart des gens de cette ville reconnaîtraient si je vous disais le nom. Ce que je ne ferai pas parce que ce que je m'apprête à vous raconter implique suffisamment de dommages réels sans que j'en rajoute. Ce que je vais vous dire, c'est ceci. Le matin après cette fête, ma femme et son père se sont présentés à mon bureau sur Seaport Boulevard avec un avocat, un accord d'achat et la certitude absolue que je ferais tout ce que Victoria voudrait. Ils se trompaient sur un grand nombre de choses. Mais laissez-moi commencer par le début, car pour comprendre ce qui s'est passé dans cette salle de conférence un mardi matin de février, vous devez d'abord comprendre ce que Victoria et moi étions l'un pour l'autre, et ce que nous n'étions pas. Avant d'entendre le reste de cette histoire, si ce genre de récit signifie quelque chose pour vous, de vraies personnes, de vrais enjeux, de vraies conséquences. Appuyez sur ce bouton d'abonnement dès maintenant et laissez un commentaire ci-dessous en me disant « Avez-vous déjà été sous-estimé par quelqu'un qui était censé croire en vous, parce que ce que je m'apprête à partager va résonner différemment si c'est le cas. » Aimez aussi cette vidéo pour que plus de gens puissent la trouver. Maintenant, revenons là où tout a vraiment commencé. J'ai rencontré Victoria Hargrove au printemps il y a 12 ans lors d'un événement de réseautage à Cambridge. Elle terminait son MBA à la Harvard Business School. J'avais 28 ans, j'avais abandonné le MIT pendant ma 3e année et je fonctionnais avec 4 heures de sommeil et un niveau de croyance en ma propre idée que la plupart des gens rationnels auraient qualifié d'illusion. Elle s'est approchée de moi au bar ouvert, a regardé le badge que je portais et qui disait Ethan Cole, fondateur de Meridian Analytics, et a dit « Que fait réellement Meridian Analytics ?» Je le lui ai dit. Elle a posé 3 questions de suivi qui étaient plus pointues que tout ce que j'avais entendu de la part d'investisseurs qui faisaient cela depuis 30 ans. Et à la fin de l'événement, nous avions échangé nos numéros, et je pensais déjà à elle d'une manière qui avait très peu à voir avec les affaires. Victoria était brillante. Laissez-moi être absolument clair à ce sujet, car ce qui est arrivé plus tard n'a rien à voir avec son intelligence. Elle avait un esprit comme un instrument chirurgical, précis, efficace, dévastateur quand il le fallait. Son père, Arthur Hargrove, avait bâti une entreprise immobilière commerciale de taille moyenne dans le Connecticut en 25 ans, et elle avait grandi en le regardant travailler, en le regardant négocier, en le regardant construire. Elle comprenait le langage des affaires comme certaines personnes comprennent leur langue maternelle, non pas comme quelque chose que l'on apprend, mais comme quelque chose que l'on est simplement. Et pendant longtemps, c'était l'une des choses que j'aimais le plus chez elle. Nous nous sommes mariés 4 ans après notre rencontre lors d'une cérémonie à la Longfellow House à Cambridge, un samedi de fin septembre. 70 invités, ses parents, mes parents, la poignée de personnes de ma première équipe qui m'avaient vu faire faillite presque 2 fois avant que Meridian ne trouve ses marques. Ma mère a pleuré. Mon père a serré la main d'Arthur 2 fois et l'a qualifié d'homme de substance. Arthur a souri de la manière dont les gens sourient lorsqu'ils essaient de décider s'il faut prendre quelque chose au sérieux. Je l'ai remarqué. Je remarque toujours les choses. C'est en partie ce qui me rendait bon dans ce que je faisais. J'ai simplement choisi de ne pas y accorder trop de poids à l'époque. Meridian Analytics était une entreprise d'infrastructure de données. Nous construisions les systèmes back-end que les entreprises de logistique et de chaînes d'approvisionnement de taille moyenne utilisaient pour suivre, prédire et optimiser leurs opérations. Ce n'était pas glamour. Ce n'était pas le genre de choses dont on parlait dans les magazines avec des titres sur la disruption des industries. C'était un travail complexe, technique et essentiel. Et il m'avait fallu 6 ans de construction dans une obscurité quasi totale avant que les contrats ne commencent à s'accumuler les uns sur les autres. Au moment où Victoria et moi nous sommes mariés, nous avions 11 employés, 3 clients entreprises et un taux de revenus annualisé qui approchait enfin de quelque chose que je n'avais pas honte de dire à voix haute. Au moment où elle a obtenu sa promotion chez Hargrove Capital,
la société d'investissement dans laquelle Arthur s'était reconverti comme deuxième acte après avoir vendu son entreprise immobilière, nous avions 42 employés. Un bureau à Boston sur le seaport qui me coûtait plus cher par pied carré que je ne veux m'en souvenir, et un pipeline sur lequel je travaillais discrètement depuis 2 ans pour le transformer en la plus grande conversation d'acquisition de ma carrière. Mais Victoria ne connaissait pas le pipeline. J'y viendrai. Hargrove Capital était une société d'investissement de niveau intermédiaire, le genre qui se positionnait comme un fonds à valeur ajoutée pour les entreprises dans la fourchette de valorisation de 100 à 500 millions. Arthur l'avait construite méthodiquement pendant 15 ans après avoir quitté l'immobilier, et il avait fait entrer Victoria en tant qu'analyste senior 4 ans après notre mariage, ce qui a créé une dynamique que j'ai dépensé une énergie considérable à prétendre être normale. Ce n'était pas normal. Pas parce que Victoria ne méritait pas de travailler là. Elle était vraiment talentueuse, mais parce qu'Arthur avait une façon d'être présent dans notre mariage qui ressemblait moins à un beau-père et plus à un actionnaire de l'ombre. Il posait des questions sur Méridian sur un ton curieux, d'une manière qui semblait propriétaire. Il offrait des suggestions de la manière dont les gens offrent des suggestions quand ils ne s'attendent pas à ce que vous les refusiez. Et lui et Victoria parlaient d'argent et d'affaires dans un langage abrégé qui s'était construit sur des décennies, un langage qui ne m'incluait pas et dont je sentais parfois qu'il me concernait d'une manière que je ne pouvais pas prouver. J'ai continué à construire. C'était ce que je savais faire. La promotion que Victoria célébrait au Fairmont Copley était une véritable réussite, directrice générale des opérations de portefeuille. Elle avait travaillé dur pour cela. Elle était bonne dans son travail. La fête était l'idée d'Arthur. Un événement de 150 personnes dans l'une des salles de bal privées de l'hôtel, bar ouvert avec traiteur, avec des gens de la communauté financière de Boston remplissant la salle aux côtés des amis de Victoria. De certains de mes collègues et d'une collection de clients de Hargrove Capital que je reconnaissais d'événements précédents de l'entreprise et dont les poignées de main ressemblaient toutes à des évaluations. Je portais un costume anthracite que j'avais acheté à New York 6 mois plus tôt. Je suis arrivé tôt, j'ai embrassé Victoria sur la joue, je lui ai dit qu'elle était magnifique, ce qui était vrai. Elle portait une robe bleu marine foncée et avait ses cheveux sombres relevés, et elle avait l'air en tout point de la version d'elle-même qu'elle avait toujours aspiré à devenir. Elle a souri, a serré ma main et a dit « Ne me disparais pas ce soir ». Je n'ai pas disparu. J'aurais aimé. Les 2 premières heures de la fête étaient ce que ces fêtes sont toujours, une performance contrôlée de chaleur professionnelle. J'ai parlé aux gens que je connaissais. J'ai bu 2 verres en 90 minutes. J'ai répondu aux questions sur Méridian avec la brièveté prudente que j'ai développée au fil des années d'événements de réseautage. Assez d'informations pour être poli, pas assez pour inviter le genre de conseils que les gens avec des MBA et sans bagage technique se sentent obligés d'offrir aux fondateurs. Arthur m'a trouvé près du bar vers 21h. Il avait 63 ans, les tempes grises, bâti avec la solidité compacte d'un homme qui avait passé 30 ans à être la personne la plus confiante dans n'importe quelle pièce. Il avait un verre de single malt et l'aisance particulière d'un homme qui avait payé pour tout dans la pièce et le savait. « Ethan », dit-il de la manière dont il disait toujours mon nom, comme s'il reconnaissait ma présence plutôt que de me saluer. « Comment va l'entreprise ?»« Forte, dis-je. Revenu en hausse significative. » Il a hoché la tête lentement, faisant tourner son verre. « Victoria m'a dit que vous aviez quelques inefficacités structurelles, des frais généraux qui ne correspondent pas au profil de revenus. » Je l'ai regardé. « Elle vous a dit ça. Elle s'inquiète pour vous. » Il l'a dit comme une gentillesse. Nous nous inquiétons tous les deux. Tu construis quelque chose de réel, Ethan. Je le crois. Mais tu le construis à ta façon depuis longtemps et parfois un regard neuf. Je l'apprécie, dis-je, le coupant d'une manière assez polie pour qu'il ne puisse pas s'y opposer. Je fais ça depuis 12 ans. Je pense que je sais où se trouvent réellement les inefficacités. Il m'a fait le sourire qui signifiait que la conversation n'était pas terminée. Juste en pause. Bien sûr que tu le sais. 1 heure plus tard, la partie formelle de la soirée a commencé. L'associé directeur de la firme a prononcé un court discours. Arthur en a prononcé un plus long, puis Victoria a pris le micro. C'était une oratrice douée, posée, chaleureuse, le mélange parfait de personnel et de professionnel. Elle a remercié son équipe. Elle a remercié les partenaires. Elle a raconté une histoire sur son père qui a fait rire la salle. Et puis elle a fait une pause et ses yeux m'ont trouvé à travers la salle de bal.
Et elle a dit quelque chose dont je me souviendrai avec une clarté parfaite pour le reste de ma vie. Et je veux remercier mon mari, Ethan. Elle a levé son verre vers moi. La salle a suivi. Qui m'a appris tout ce que je sais sur la façon de ne pas diriger une entreprise. De léger rire. Elle a souri comme si c'était une blague. Ethan a abandonné le MIT pour créer une entreprise et 15 ans plus tard, cette entreprise est toujours une petite boutique à Seaport qui est franchement en retard pour un pivot ou un acheteur. Je lui ai en fait dit plusieurs fois cette année que le bon coup, le coup intelligent, serait de nous vendre Meridian, de l'intégrer au portefeuille de Hargrove Capital où il pourrait enfin atteindre l'échelle qu'il mérite. Elle m'a regardé directement. Mais il est têtu, n'est-ce pas, chérie? Plus de rire, plus chaleureux maintenant, le genre qui ressemble à de la complicité. Alors, voici ce que je dis publiquement puisqu'il n'écoute pas en privé. Elle a légèrement élevé la voix. Ethan Cole, tu as 1 an pour redresser cette entreprise ou signer les papiers. Et ta charmante femme, qui vient de devenir directrice générale des opérations de portefeuille, se porte personnellement volontaire pour diriger l'acquisition. Un temps. Parce que certains d'entre nous ont obtenu leur diplôme. La salle a applaudi. Arthur riait. Victoria était radieuse. J'ai souri. J'ai levé mon verre en retour vers elle. J'ai dit assez fort pour que la table la plus proche de moi entende tout ce que tu diras, chérie. Et à l'intérieur, quelque chose qui se pliait silencieusement depuis très longtemps a fait un bruit de rupture nette. Je ne l'ai pas confrontée cette nuit-là. Nous avons pris une voiture pour rentrer. Elle était pleine d'énergie et chaleureuse, comme le sont les gens après une performance qui s'est bien passée, parlant de qui était là, de ce qu'ils avaient dit, de ce que les partenaires de la firme lui avaient dit après son discours. Elle n'a pas demandé ce que j'en pensais. Je pense qu'une partie d'elle comprenait qu'il valait mieux ne pas demander. Je suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin à faire des calculs, pas des calculs émotionnels, des calculs pratiques. Parce que voici ce que Victoria et Arthur ne savaient pas sur Meridian Analytics. Au cours des 22 derniers mois, j'avais eu des conversations discrètes, prudentes et méthodiques avec Taney Logistic Group, une société de chaîne d'approvisionnement cotée en bourse dont le siège est à Chicago, qui cherchait une cible d'acquisition dans le domaine de l'infrastructure de données. Leur directeur de la technologie, un homme nommé Greg Paulson, avait entendu parler de Meridian par un contact mutuel 18 mois plus tôt, et ce qui avait commencé comme un appel exploratoire avait évolué lentement, puis avec un élan croissant. En quelque chose que j'avais amené à une lettre d'intention en décembre, 2 mois avant la fête de Victoria. La valorisation dans cette lettre d'intention était de 94 millions de dollars. 94 millions de dollars pour une entreprise que Victoria venait de dire à 200 membres de la communauté financière de Boston qu'elle était en retard pour un acheteur, impliquant clairement que Hargrove Capital pourrait la ramasser à un prix d'actif en difficulté. Je n'avais rien dit à Victoria sur la conversation avec Taney, non pas parce que je le cachais par dépit, du moins pas au début. Je l'avais gardé privé parce que j'avais appris au cours des 12 années de construction de Meridian tout en vivant avec quelqu'un profondément ancré dans le monde de l'investissement. Que les informations partagées avec Victoria avaient tendance à parvenir à Arthur, et Arthur avait tendance à s'immiscer dans des conversations où il n'avait rien à faire. Cet accord était le mien. Je l'avais construit à partir d'un appel à froid dans un espace de cotravail. Je n'allais laisser personne s'en mêler avant que l'encre ne soit sèche. Après la fête, j'ai compris avec une clarté totale que j'avais eu raison de le garder privé. J'ai aussi compris autre chose. Le processus d'acquisition était à environ 6 semaines de son achèvement. Les équipes juridiques procédaient à la vérification diligente depuis janvier. Le conseil d'administration de Taney avait approuvé l'accord de principe. Nous étions dans le couloir final, 6 semaines. Victoria et Arthur venaient de déclarer publiquement leur intention de me pousser à leur vendre Meridian à un prix qu'ils fixeraient. Ils l'avaient fait devant des témoins. Ils l'avaient fait sur un enregistrement car chaque événement au Fairmont Copley était enregistré par l'équipe audiovisuelle de l'hôtel comme un service standard et j'avais déjà confirmé que les images étaient conservées. Je suis resté dans le noir et j'ai pensé à ce que Greg Paulson m'avait dit lors de notre dernier appel 10 jours avant la fête. Ethan, nous voulons conclure avant la fin du premier trimestre. Y a-t-il quelque chose de votre côté qui pourrait compliquer le calendrier? Je lui avais dit non. C'était toujours vrai. Le lendemain matin, Victoria a fait la grasse matinée. J'étais debout à 5h30, à mon bureau à 6h, au bureau à 7h15. J'ai appelé mon avocate,
une spécialiste des contrats et des fusions nommée Diane Keogh, qui opérait depuis un cabinet sur State Street, et qui avait guidé la Cortanay de mon côté depuis le début. Je lui ai raconté ce qui s'était passé à la fête. Il y a eu un silence de son côté. « Répétez ça », a-t-elle dit. Elle a dit ça publiquement lors d'une fête devant des témoins, devant environ 150 personnes avec l'audiovisuel de l'hôtel enregistrant la salle. Un autre silence. « Ethan, je veux que vous compreniez quelque chose. » Ce qu'elle a décrit, une directrice générale d'une société d'investissement annonçant l'intention d'acquérir une société privée spécifique dont le fondateur est son mari. Ce n'est pas seulement un mauvais jugement. Selon les détails de ce qu'elle sait des finances de Meridian et du processus Tannet, cela pourrait toucher aux droits des délits d'initiés, à des problèmes fiduciaires chez Hargrove Capital. Et à une potentielle interférence délictueuse avec votre acquisition si quelqu'un chez Hargrove agit sur ce point. Je suis au courant, dis-je. Ce que je dois savoir, c'est, est-ce que cela met en péril l'accord Tannet? Pas si nous agissons vite et intelligemment, a dit Diane. J'appelle l'équipe juridique de Greg aujourd'hui. Nous devons prendre les devants et nous assurer qu'ils comprennent qu'il s'agissait d'une manœuvre de positionnement public par une partie sans qualité pour agir, et non d'un signal autorisé de votre part ou de Meridian. Faites-le, dis-je. J'ai aussi appelé mon directeur financier, un homme calme et méticuleux nommé Trevor Banks, qui était avec Meridian depuis 7 ans et en qui j'avais confiance avec les détails de Tannet. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je lui ai dit de commencer tranquillement à rassembler tous les documents financiers dont nous aurions besoin si quelqu'un essayait de contester la valorisation ou la santé opérationnelle de Meridian, chaque contrat, chaque relevé de revenus, chaque renouvellement de clients. Vous pensez qu'ils vont nous attaquer? A demandé Trevor. Je pense qu'ils vont essayer, dis-je. Je veux m'ennuyer quand ils le feront. Ils sont venus le lendemain matin. C'était un mardi, le genre de matin de février à Boston où le vent du port vient de l'eau sous un angle qui vous fait comprendre pourquoi les gens quittent cette ville pour la Floride. J'étais au bureau à 7h50, ce qui signifiait que j'étais là 40 minutes avant leur arrivée. Ils sont venus à 3, Victoria, Arthur, et un avocat que je ne reconnaissais pas, plus jeune, portant un portefeuille en cuir avec l'énergie un peu trop empressée de quelqu'un à qui on a dit que ce serait simple. La réceptionniste m'a appelé. Je lui ai dit de les mettre dans la grande salle de conférence au 4e étage. J'ai pris mon temps pour y arriver. Je me suis d'abord arrêté dans mon propre bureau. J'ai versé une tasse de café. J'ai regardé par la fenêtre le canal du Seaport, l'eau grise et le ciel gris et les grues de construction qui avaient remodelé cette partie de la ville au cours de la dernière décennie. J'ai pensé à un bureau dans un espace de co-travail à Kendall Square, un gamin de 23 ans avec un statut de décrocheur et une idée que la plupart des gens pensaient au mieux improbable. Puis j'ai pris mon café et j'ai descendu le couloir. Victoria avait l'air posée, mais ses mains étaient autour de son verre d'eau de la manière dont elle tenait les choses quand elle gérait quelque chose intérieurement. Arthur était assis à la tête de la table de la manière dont il s'asseyait partout, comme si l'autorité de la pièce lui revenait par défaut. Le jeune avocat avait son portefeuille ouvert. Je me suis assis en face d'eux et je n'ai rien dit. Nous voulons rendre les choses faciles, Ethan, a dit Victoria. Sa voix était prudente, plus chaleureuse que la veille au soir. Hier soir, j'ai peut-être été plus direct que nécessaire, mais le fond de ce que je disais est réel. Papa et moi en parlons depuis longtemps. Meridian est une bonne entreprise, mais elle a besoin de capitaux et de leadership opérationnel pour passer au niveau supérieur, et le portefeuille de Hargrove est bien positionné pour. Quelle est l'offre, demandai-je. Arthur se pencha légèrement en avant. Nous sommes prêts à proposer 12 millions pour une participation majoritaire. 12 millions de dollars pour une participation majoritaire dans une entreprise qui était à 6 semaines d'une acquisition de 94 millions de dollars. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'avocat avec son portefeuille ouvert. J'ai regardé Victoria qui m'observait avec l'attention concentrée de quelqu'un qui attend une réaction qu'elle a prédéterminée de gérer. Je vois, dis-je. Ethan, la voix de Victoria s'adoucit. C'est la bonne décision. Tu le sais. Tu as trimé là-dessus pendant 15 ans. Tu mérites de enfin. Mériter quoi, demandai-je doucement. Enfin te laisser prendre le contrôle de quelque chose que j'ai construit. Ce n'est pas ce que je. 12 millions de dollars, dis-je, pour une participation majoritaire. C'est un chiffre juste compte tenu de la trajectoire actuelle, a dit Arthur. Ah. J'ai posé ma tasse de café.
Que savez-vous de la trajectoire actuelle de Meridian? Il a hésité juste une fraction de seconde. Victoria m'a donné une idée générale de la. Ce que Victoria sait des finances de Meridian, dis-je, c'est ce que j'ai choisi de lui dire, ce qui a été limité parce que j'ai appris il y a longtemps que les informations partagées avec elle trouvaient leur chemin jusqu'à vous. Et étant donné ce que je m'apprête à vous dire, je veux être très précis sur la séquence des événements afin qu'il n'y ait aucune confusion plus tard sur ce qui était connu par qui et quand. Le jeune avocat avait cessé de prendre des notes. Il me regardait. Dans 6 semaines, dis-je, Meridian Analytics finalisera son acquisition par Taney Logistic Group pour une contrepartie totale de 94 millions de dollars. La lettre d'intention a été signée en décembre. La vérification diligente est terminée. Le conseil d'administration de Taney a approuvé la transaction. Nous en sommes à la documentation finale. La pièce était complètement silencieuse. Le visage de Victoria passa par quelque chose que j'ai observé avec la clarté détachée d'un homme qui a attendu ce moment et ne ressent rien de ce à quoi il s'attendait. Pas de triomphe, pas de soulagement, quelque chose de plus calme, quelque chose qui ressemblait presque à du chagrin. 94 millions, a dit Arthur. Sa voix était plate. Oui. Vous avez eu un processus d'acquisition actif pendant 22 mois. Oui. Il a regardé Victoria. Elle regardait la table. Je ne savais pas, dit-elle. Et je la croyais. Non, acquiesçai-je. Tu ne savais pas. Parce que tu as rendu très clair de nombreuses petites manières au fil des ans que tout ce que je te disais sur Meridian était une information que tu partagerais avec ton père et que ton père essaierait d'utiliser. J'ai construit cet accord discrètement parce que c'était la seule façon de le construire en toute sécurité. Ethan. La voix d'Arthur avait changé. Pas plus douce, mais plus prudente. Si tu étais venu nous voir. Venir vous voir, dis-je. Les personnes qui viennent de m'offrir 12 millions de dollars pour une participation majoritaire dans une entreprise de 94 millions de dollars. À ma femme qui s'est levée devant 150 personnes et leur a dit que j'étais un décrocheur avec une entreprise en faillite. J'ai fait une pause. Je veux être juste ici. Je veux être précis. Que auriez-vous fait différemment, Arthur, si j'étais venu vous voir? Il n'a pas répondu. Hier soir est enregistré, dis-je. L'hôtel enregistre les événements de sa salle de bal. La déclaration de Victoria sur Meridian, sur le fait qu'il était temps pour un acheteur, sur son intention de diriger son acquisition en tant que directrice générale des opérations de portefeuille. C'est maintenant une question de dossier. Mon avocate a déjà contacté l'équipe juridique de Taney pour s'assurer qu'ils comprennent que cette déclaration a été faite à mon insu et sans aucune qualité ou autorisation. Elle représente au minimum un grave manquement professionnel et potentiellement pire compte tenu de la dynamique interne de l'entreprise impliquée. Le jeune avocat s'éclaircit la gorge. Monsieur Cole, êtes-vous ici pour les protéger ou pour les conseiller, demandai-je. Une pause. Pour conseiller. Alors conseillez-leur de partir, dis-je. Parce qu'il n'y a aucune version de cette conversation qui aboutit à une transaction entre moi et Hargrove Capital. L'accord Taney est réel. Il avance et il ne concerne en rien votre entreprise. Ce qui se passe après, c'est ma décision et la mienne seule. Victoria se leva. Elle se leva lentement. De la manière dont les gens se lèvent quand ils essaient de donner l'impression qu'ils ont choisi de le faire. Ethan, pouvons-nous parler? Juste nous. Il n'y a plus rien à dire dans un contexte professionnel, dis-je. Si vous voulez parler en tant que couple, c'est une conversation différente et elle devrait avoir lieu ailleurs que dans ma salle de conférence. Elle est partie la première, puis l'avocat, qui n'a pas établi de contact visuel avec moi. Puis Arthur, qui s'est arrêté à la porte et m'a regardé avec l'expression d'un homme qui recalibrait quelque chose qu'il pensait régler. Je t'ai sous-estimé, dit-il. Oui, dis-je. Tu l'as fait. Il est parti. Je suis resté seul dans la salle de conférence pendant un moment. Trevor a frappé à la porte à un moment donné, a regardé à l'intérieur, a regardé mon visage et a dit, seulement, bien. Ouais, dis-je. Mais Diane au téléphone. L'accord Taney a été conclu un vendredi de fin mars dans une salle de conférence d'un cabinet d'avocats sur Boylston Street, avec Greg Paulson présent par vidéo depuis Chicago et Diane Keogh de l'autre côté de la table, ayant l'air de l'avocate qu'elle était. C'est-à-dire exactement aussi satisfaite que la situation le justifiait et pas plus.
J'ai signé les documents finaux à 14h17 de l'après-midi. 94 millions de dollars, mon nom sur la confirmation de virement. 42 employés qui m'avaient aidé à construire quelque chose de réel, recevant les primes de rétention et les distributions d'actions que je gardais pour eux depuis la signature de la lettre d'intention. Trevor, qui avait les mains sûres, même quand je ne les avais pas, me serrant la mienne de l'autre côté de la table après coup et disant « On l'a fait, mec ». J'ai pensé au bureau à Kendall Square. J'ai pensé aux 4 heures de sommeil et à une idée que la plupart des gens trouvaient improbable. J'ai pensé à un gamin de 23 ans qui n'a pas pu finir son diplôme mais qui a compris jusqu'au plus profond de lui qu'il construisait quelque chose. J'avais raison. Le divorce a été demandé en avril. C'est Victoria qui l'a demandé, ce à quoi je m'attendais. Les motifs étaient des différends irréconciliables, ce que je n'ai pas contesté car la vérité était que nous étions irréconciliables depuis plus longtemps que l'un ou l'autre d'entre nous n'avait été disposé à l'admettre. Et la fête avait simplement été le moment où nous avions cessé de faire semblant. Elle a demandé par l'intermédiaire de son avocat si le produit de la vente à Tanné devait être considéré comme un bien matrimonial. Mon avocate Diane a traité cette question avec la patience et la précision de quelqu'un qui avait été payé pour être les deux. La réponse était suffisamment complexe pour que je ne la détaille pas ici car elle impliquait des spécificités du droit de la famille du Massachusetts et le moment où les conversations d'acquisition ont commencé par rapport à certaines étapes financières de notre mariage. Ce que je dirais, c'est ceci. Je ne suis pas une personne vindicative. Je suis une personne précise. Je voulais ce qui était juste selon ce qui avait été réellement construit par qui. Le règlement, auquel nous sommes parvenus sans aller au procès, a été structuré correctement. Victoria a gardé le condo sur Commonwealth Avenue. J'ai déménagé dans un endroit à Charleston avec vue sur le port, un bâtiment qui avait été un entrepôt de produits secs du 19e siècle, ce que j'ai trouvé approprié d'une manière que je ne pouvais pas entièrement expliquer. J'ai payé trop cher pour la rénovation, mais je l'ai faite exactement comme je le voulais. Et chaque matin, quand je faisais du café et que je regardais l'eau, je ressentais quelque chose de simple et de solide pour lequel je n'ai pas de mots plus sophistiqués que mien. Arthur m'a appelé une fois environ 2 mois après la conclusion de l'accord. J'ai répondu, parce que je ne suis pas le genre de personne qui esquive les choses. Je veux dire que je suis désolé, a-t-il dit, pas comme une tactique, pas à cause de ce qui s'est passé avec l'entreprise. Parce que tu méritais mieux de nous deux que ce que nous t'avons donné. J'y ai réfléchi. J'apprécie, dis-je. Tu as construit quelque chose de remarquable, a-t-il dit. J'aurais dû le dire il y a longtemps. Ouais, dis-je. Tu aurais dû. Il n'y avait pas grand-chose de plus à dire après ça. Nous avons terminé l'appel avec la politesse de 2 personnes qui ne se parleront probablement plus jamais, mais qui n'ont pas besoin de mal finir les choses. J'ai pensé à ce qu'il avait dit pendant quelques jours après. J'aurais dû le dire il y a longtemps. Le problème avec la reconnaissance qui arrive tard, c'est qu'elle n'a pas le même impact qu'elle aurait eu quand on en avait encore faim. J'avais voulu la reconnaissance d'Arthur pendant des années. Maintenant qu'elle était arrivée, c'était simplement une information. Une information utile sur ce qu'il comprenait et ce qu'il avait refusé de voir, mais pas la chose pour laquelle j'aurais tout échangé à l'époque où nous avions encore une relation. C'est ce que fait le succès si vous le faites bien. Il ne vous rend pas méchant. Il rend simplement l'opinion des autres un pourcentage beaucoup plus petit de l'image globale. Je suis toujours à Boston. Je n'étais pas sûr de l'être. Après la conclusion de l'accord, il y a eu environ 3 mois où j'ai traversé ma vie avec le sentiment légèrement désancré d'une personne qui a couru vers un point fixe pendant si longtemps qu'elle ne sait plus vraiment quelle est la direction. Le travail avait été l'étoile du Nord pendant 15 ans. L'accord était conclu. Victoria était partie. Le bureau sur le Seaport était le problème de quelqu'un d'autre maintenant, ce qui était à la fois une perte et un énorme soulagement physique. Ce que j'ai trouvé pendant ces mois était quelque chose que je n'avais pas prévu. J'aimais toujours construire des choses. Pas parce que j'avais besoin de prouver quelque chose. Pas parce que j'avais un chiffre à atteindre ou un concurrent à distancer ou une salle de fête pleine de gens qui pensaient que j'étais un décrocheur. Juste parce que la résolution de problèmes elle-même, le travail itératif et laborieux de prendre quelque chose de rien pour en faire quelque chose de réel. C'était vraiment ce pourquoi j'étais doué et ce que j'étais le plus heureux de faire. J'ai créé une 2e entreprise en octobre. Elle est plus petite cette fois. Délibérément. 8 personnes dans un espace près de North Station travaillant sur quelque chose dans le domaine de l'infrastructure prédictive que je pense être 10 ans en avance sur son temps,
ce qui, d'après l'expérience passée, signifie que je suis probablement à peu près juste. Greg Paulson de Tanné m'a déjà appelé 2 fois à ce sujet. Je ne suis pas pressé. J'ai appris certaines choses sur la relation entre la patience et le timing que je ne connaissais pas quand j'avais 23 ou 35 ou même 39 ans. L'une d'entre elles est la suivante. Vous n'avez pas à annoncer ce que vous valez. Vous n'avez pas à le défendre dans des salles de conférence ou à argumenter pour cela lors de dîners ou à le justifier auprès de personnes qui ont décidé que votre CV ne les impressionne pas. Vous devez juste le savoir. Et ensuite, vous devez construire la chose qui le prouve. Pas pour eux, pas pour montrer à qui que ce soit, mais parce que vous savez que c'est réel, et que vous êtes le seul à pouvoir le faire. Le matin après la fête au Fairmont Copley, quand j'étais allongé, éveillé, à faire des calculs dans le noir, je n'étais pas en colère. J'étais clarifié. 12 ans de mariage, 15 ans de construction de Méridian, 200 personnes dans une salle de bal regardant ma femme me rayer de la carte comme un décrocheur avec une entreprise en faillite qu'elle avait l'intention d'absorber. Et un processus d'acquisition de 94 millions de dollars qui était à 6 semaines de sa date de clôture, que personne dans cette salle ne savait exister, que j'avais construit à partir d'un appel à froid dans un espace de co-travail par pur refus soutenu d'abandonner. Certaines choses que vous annoncez, certaines choses que vous laissez simplement arriver. Ce mardi matin, quand ils sont venus au bureau avec leur portefeuille et leur offre de 12 millions de dollars pour une participation majoritaire dans une entreprise de 94 millions de dollars. Quand j'ai vu le calcul s'inscrire sur le visage d'Arthur Hargrove pour la première fois en 22 mois de silence, ce n'était pas de la vengeance. La vengeance, c'est ce que vous faites quand vous voulez que quelqu'un ressente quelque chose. Ce que j'ai fait, c'était simplement finir ce que j'avais commencé. Il y a une différence, et elle est importante.